c'est les questions du concours d'entrée de médecine dentisterie du mois d'août 2024. Donc maintenant que c'est un concours, c'est la deuxième année que c'est un concours, il faut vraiment savoir répondre à un maximum de questions par rapport aux autres et pas simplement se contenter d'atteindre la moitié. Et donc tentez le maximum, mais comme il y a des points négatifs, ne tentez pas trop quand même. Donc comme dans la vidéo, les réponses apparaissent tout de suite, si vous voulez le tenter par vous-même. Soit vous devenez VIP Chimie Média et vous avez accès à tous les examens sans les réponses, soit vous arrêtez la vidéo sur ces questions sans réponse avant de débuter la vidéo. Donc, les questions de 5 à 8. Et les deux dernières questions, il y avait 10 questions en biologie comme dans toutes les autres matières scientifiques. Donc le matin, on reçoit les 4 matières scientifiques, physique, chimie, bio et maths, 10 questions pour chacun. Et on a 3 heures pour répondre. Voilà, il n'y a pas tellement de nouveautés. Donc si on s'est bien entraîné sur les anciens examens, ça devrait être acquis. Voilà. Alors, parmi les propositions suivantes, quels sont les 2 organismes dont les membranes respectives sont en continuité? Donc, je vous les ai dessinés. Donc, la mitochondrie, elle est vraiment indépendante du chloroplaste. Donc, c'est 2 anciennes bactéries qui sont rentrées par symbiose dans les cellules eucaryotes, la mitochondrie prenant en charge la respiration cellulaire et le chloroplaste prenant en charge la photosynthèse, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ne sont certainement pas en continuité de leur membrane. Le noyau a une membrane double et en continuité avec le noyau, et d'ailleurs la lumière du RER et l'espace à l'intérieur des 2 membranes du noyau est bien en continuité. Il y a déjà eu une question auparavant avec ça, donc c'est la question C qui était la bonne. Alors, réticulum endoplasmique lisse et Golgi, il n'y a pas vraiment de continuité, mais le réticulum endoplasmique lisse fabrique les membranes et ces membranes se baladent par des vésicules de transport du RER ou REL, qui est un seul tout, vers le Golgi. Alors, le ribosome n'a pas de membrane et donc il aurait du mal d'avoir des membranes en continuité. C'est vrai qu'il est collé à l'extérieur du RER, mais il n'a pas de membrane, c'est un granulé. Donc il est fait de protéines et d'ARN ribosomiaux, mais pas de membrane. Donc il s'accroche au RER quand son ARN messager a un début de séquence qui demande une protéine membranaire, mais sinon il est vraiment indépendant. La question 2, on vous demandait les globules polaires qui sont formés au cours de l'ovogenèse. Donc on vous donne cette information-là. On vous parle du premier globule polaire. Alors, les propositions étaient qu'il contenait 2 fois moins d'ADN qu'une cellule en mitose du même individu. Alors, être une cellule en mitose, c'est ne pas encore avoir terminé la cytokinèse et donc être encore avec les 46 chromosomes doubles qui sont répartis une chromatide ou un chromosome simple dans chacune des cellules. Et donc, quand on a un globule polaire, on est en méiose 1, et lors de la méiose 1, on répartit un chromosome de chaque paire et un chromosome double. Et donc, on a 23 chromosomes doubles dans un premier globule polaire, et c'est bien la moitié des 46 chromosomes doubles qui n'ont pas encore été séparés lors de la mitose. Donc, la réponse A était la bonne. Quand on vous propose 2 fois plus de chromosomes que le second globule polaire, mais le premier globule polaire, il contient 23 chromosomes doubles, et le deuxième globule polaire, il contient 23 chromosomes simples. Donc, ils ont le même nombre de chromosomes. Ils ont des chromosomes doubles et simples. Ce n'est pas la même quantité d'ADN, mais le nombre de chromosomes est bien le même. Alors, le C, on vous propose qu'il est constitué uniquement de 2 chromatides identiques. C'est vrai qu'un chromosome, a priori, ces 2 chromatides sœurs sont issues de la réplication et devraient être identiques. Mais lors de la méiose, il y a un mélange qui se fait, qu'on appelle le mélange intrachromosomique. Ça se passe pendant la prophase 1. Il y a ce qu'on appelle un crossing over ou un échange d'extrémités. Et donc, ce qui se passe, c'est que les chromosomes qui sont installés par paire de chromosomes, avant d'envoyer un à gauche et un à droite, s'échangent les extrémités. Et donc, quand on regarde un chromosome, on n'a pas exactement les 2 mêmes chromatides s'il y a eu chromosome. Donc, les 2 chromatides identiques, oui, d'habitude, mais pas s'il y a eu un crossing over en prophase 1.
Donc, ce n'est pas uniquement des chromosomes formés de deux chromatides identiques, donc là, ce n'était pas bon. Alors, on vous parle d'un premier globule polaire qui contiendrait 23 paires de chromosomes homologues. Non, c'est un de chaque paire, puisqu'il est issu de la méiose 1. La question 4, c'est une question qui est déjà tombée aussi, mais on dirait qu'ils ont ajouté un piège dedans. Donc, on vous parle d'une cellule somatique. Donc, c'est une cellule du corps, ce n'est pas une cellule sexuelle, ce n'est pas destiné à faire des gamètes, ni des spermatozoïdes, ni des ovules, cellule somatique normale, en phase G1. Donc, c'est quoi la phase G1 ? C'est la première phase de l'interphase. Donc, on sort de la mitose et on est en phase de croissance. Le G, c'est growth. Puis, on va doubler l'ADN et puis, on va se préparer à la division par la phase G2. On démultiplie les paires du centriole, par exemple. On en fait 2 paires. Et on se prépare à la division. Alors, si jamais le génome d'une cellule somatique en phase G1 qui vient de se diviser comprend 30% de nucléotides adénine, comme chaque adénine fait des ponts hydrogènes où en couple forme une paire de bases avec des T, on a autant de T, donc ça fait 30% de A, 30% de T, et dans l'ADN, on a donc 60% de paires AT, donc il nous reste 40% dans les 100% de l'ADN qui sont des paires CG, ce qui veut dire qu'on a 20% de C et 20% de G. Et donc la réponse, quel est le pourcentage de nucléotides de guanine ? C'est 20%. Alors le fait qu'on soit en G1 ou en G2, comme on recopie en entier l'ADN, le pourcentage sera le même, même si on aura 2 fois plus d'ADN, on aura toujours le même pourcentage puisqu'on recopie à l'identique. Donc pour ceux qui ont eu envie de doubler la quantité parce qu'on avait 2 fois plus d'ADN, non, c'est le pourcentage parmi les 100% d'ADN. Alors, on cultive des cellules dans un milieu contenant de l'azote 15 radioactif pendant plusieurs générations. Et donc, tout leur azote contiendra cet azote-là et pas un autre. Et après, elles n'ont plus droit qu'à de l'azote 14. Alors, on vous demande après combien de générations l'ADN extrait de la culture contiendra-t-il 6,25%. Alors, si on démarre au départ avec 100%, puisqu'on a été cultivé pendant plusieurs générations, à la première génération, il ne restera plus que 50%. Pourquoi ? Parce que l'ADN est une réplication semi-conservative. Donc, chaque ADN de chaque cellule contient chaque fois un brin ancien et un nouveau brin. Donc, on renouvelle l'ADN à moitié à chaque génération. Et donc, on se retrouvera à 25, et puis à 12,5, et puis à 6,5 comme il nous le demande, après 1, 2, 3 et 4 générations. Alors, la question 5, c'est de la génétique. Alors, on parle d'un même trait déterminé par un gène biallélique et il serait systématiquement observé chez les descendants masculins et féminins d'un individu mâle. On peut en déduire que. Alors, quand on peut en déduire que, c'est vraiment des informations au-dessus. Il ne faut pas se dire qu'on a d'autres informations. Alors, un gène biallélique, ça veut juste dire qu'il y a 2 allèles possibles. Et donc, quand on vous propose que l'allèle concerné est récessif, et donc il ne va pas être systématiquement observé chez les descendants, un récessif, il n'est visible que si c'est le seul présent. Donc, selon ce qu'on aura reçu de l'autre individu, on n'aura pas spécialement le même trait présent. Un récessif, il sera visible seulement s'il est le seul. Alors, on vous propose que l'individu mâle fondateur, celui dont tous les descendants sont identiques, serait hétérozygote. Mais de nouveau, ce n'est pas possible. S'il était hétérozygote, ça veut dire qu'il a 2 allèles différents, et donc il va transmettre à ses enfants, chez la moitié, un des allèles, chez l'autre moitié, l'autre des allèles. Donc il ne transmet pas la même chose à tous ses descendants, puisque hétérozygote, il a des allèles différents au départ. Alors, la troisième proposition, c'est que le gène concerné est porté par un autosome. Pour moi, c'est la bonne réponse, parce qu'un individu mâle, c'est ça qu'on nous proposait, il est XY, il ne possède qu'un seul chromosome X et un seul chromosome Y, donc si le gène était porté par un hétérosome, un chromosome sexuel, il ne transmettrait pas la même chose à ses filles et à ses garçons. Et ici, il est systématiquement observé chez les descendants masculins et féminins. Et donc, s'il est sur un autosome, c'est bon. Et si l'individu mâle est homozygote,
aussi, hein, mais ici on n'a pas l'info. Et donc le gène doit au moins être sur un hétérosome, sur un autosome, pardon. Alors on vous propose comme dernière proposition, c'est que les deux allèles du gène sont codominants. C'est possible, mais on n'a pas assez d'infos. Donc si les allèles étaient tous les deux codominants, ben, le père ne devrait être homozygote pour un des allèles, et tous ses enfants pourraient avoir la même chose si la mère envoie toujours le même. Mais bon, c'est pas du tout la proposition la plus adéquate ici. Ici, c'est un peu longuet si on veut vraiment tout vérifier, mais dès qu'on a une bonne réponse, on peut passer à la suivante en fait. Hein, donc, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les vérifications que je propose ici. Alors, quel est le point commun à la transmission d'une maladie génétique récessive dont le gène causal est localisé sur un autosome ou sur le chromosome X? Donc, une maladie génétique récessive, on va la présenter avec un allèle malade petit m, puisque c'est récessif pour la maladie, et un allèle sain majuscule, puisque c'est l'allèle sain. Si c'est sur un autosome, on mettra juste la lettre, S ou M. Si c'est sur X, on positionnera le petit m ou le grand S sur le chromosome X et on ne positionnera rien sur les chromosomes Y. Et donc les hommes ou les garçons n'ont qu'un seul allèle pour cette maladie. Alors, est-ce que deux parents sains peuvent avoir des filles malades? C'est vrai pour la maladie récessive sur un autosome. Donc deux parents sains, hop, ils peuvent être deux porteurs sains, et donc il y aura 25% de malades, et donc 25% des filles. Chez si le gène est sur le chromosome X, des parents sains, le père obligatoirement un allèle sain, et la mère peut être une porteuse saine, et elle va transmettre la maladie à ses garçons. Mais elle n'aura pas de filles malades, elle aura des filles porteuses ou saines, mais pas malades. Donc 50% des garçons seront malades, mais pas de filles. Donc hop, pas de filles malades si c'est sur X. Après, les descendants de deux parents malades sont tous atteints. Donc ça, c'est vrai dans les deux cas. Donc si on a uniquement l'allèle récessif M, donc pour être malade, il faut être homozygote récessif. Et donc à la fois, le père et la mère ont 100% de transmission d'allèle petit m. Le descendant va donc être homozygote récessif et donc être malade. 100%. Si les parents sont tous les deux malades, tous les enfants sont malades. Ça, c'est si on est sur l'autosome. Et si on est sur le chromosome X, une femme malade doit avoir ses deux XM, et donc elle transmet 100% d'allèle XM, et l'homme doit porter XM à côté de son Y, et on voit que 100% des filles n'ont reçu que le XM, et 100% des garçons ont reçu le XM aussi, donc là oui, tout le monde est malade. Donc le petit b est bon. Les descendants de deux parents malades, que ce soit autosome ou chromosome X, sont tous malades. Alors pour le petit c, les filles et les garçons du lignage sont atteints dans les mêmes proportions. Alors j'ai été voir ce que voulait dire lignage, ce n'est pas un mot que j'utilise habituellement. En fait, un lignage, c'est un groupe de filiation. Ok, donc on peut avoir des lignages patriarcales ou matriarcales, mais ici il n'y a pas de précision. Et donc c'est juste, j'imagine, si on regarde un tableau généalogique, un arbre généalogique, on doit voir autant de filles que de garçons dans un lignage, dans un arbre généalogique. Alors ici c'est faux, parce que oui, d'accord, si c'est sur un autosome, il n'y a pas de distinction, mais sur les chromosomes X, on voit vraiment de belles distinctions. Donc je les ai soulignés en rouge. Donc les proportions sont différentes si on est sur X. Donc quand les parents sont sains, on n'a pas de filles malades et 50% des garçons malades. Quand la mère est malade, 100% de ses garçons sont malades. Et donc dans deux cas, on a plus de garçons qui sont malades que de filles. Et donc les proportions ne sont pas les mêmes quand on est sur le chromosome X. Clairement, les garçons ont plus de malchance d'être malades. Donc pour le D, les fils d'une femme malade sont tous atteints, quel que soit le père. Cette fois-ci, c'est vrai pour le chromosome X. Donc si la mère est malade, tous les garçons sont atteints. Hop, 100%. Et si la mère est malade, tous les garçons sont atteints, quel que soit le père, que le père soit malade ou pas.
100% des garçons sont atteints, ça c'est ok pour les chromosomes X, mais pour les autosomes, si la mère est malade et que le père n'est pas malade, on a 50% des enfants atteints seulement et pas 100%. Donc 50% des fils ne sont pas malades. Donc tous les fils d'une femme malade ne sont pas toujours atteints quand c'est sur le chromosome autosome. La question 7. Dans quelle entité peut-on observer des mitochondries ? Et on vous propose des pneumocoques. Ça, c'est une bactérie. Les neurones et les ovocytes sont des cellules eucaryotes, sont des cellules qu'on retrouve notamment dans le corps humain, mais peut-être d'autres. Et le coronavirus, c'est un virus. Alors, on ne trouve pas de mitochondries dans les bactéries, dans les prokaryotes, et on ne trouve pas de mitochondries dans les virus. C'est une question de taille, en fait. Donc, la mitochondrie, c'est une centrale énergétique présente dans les cellules eucaryotes, donc qui, elles, ont un noyau. C'est la définition de eucaryote. Prokaryote, c'est juste l'absence de noyau, mais de tous les autres organites aussi. Donc, les cellules eucaryotes, elles vont avoir un RER collé au noyau, un REL collé au RER, un Golgi un peu plus loin, et plein de mitochondries, des chloroplastes si c'est une cellule végétale, du cytosquelette, toutes sortes de choses, parce qu'elles ont la place, les cellules eucaryotes. Donc, par contre, chez les virus, on ne trouvera que du matériel génétique, ARN ou ADN, une coque protéique et des protéines de surface, parfois une membrane si les virus doivent toujours rester humides, mais ce n'est pas le cas de tous les virus, mais certainement pas la place pour mettre une mitochondrie. En fait, une mitochondrie, c'est une ancienne bactérie. Donc, elle a deux membranes, une qui était son ancienne membrane à elle, la membrane interne, et l'extérieur qui vient en fait de l'ingestion de la vésicule d'endocytose quand elle est rentrée. C'est le cas aussi des chloroplastes. Donc, les chloroplastes aussi sont des anciennes bactéries qui sont capables de faire la photosynthèse, genre les cyanobactéries. Voilà, alors c'est intéressant de se redire que, comme c'est une ancienne bactérie, elle possède son propre ADN mitochondrial. Donc on peut suivre la lignée des femmes comme ça, parce que c'est l'ovule qui donne les mitochondries, ce n'est pas les spermatozoïdes. Et donc en regardant l'ADN mitochondrial, on peut voir un peu d'évolution là-dedans. Et elle possède aussi ses propres ribosomes, comme toutes les bactéries. Les bactéries, elles n'ont pas de noyau. Si c'est des coques, elles sont rondes. Si c'est des bacilles, elles sont plutôt allongées. Elles n'ont pas de noyau, leur ADN est dans le cytoplasme. Elles ont un ADN circulaire, un chromosome circulaire, quelques petits plasmides, qui sont des petits bouts d'ADN qu'elles peuvent s'échanger, et aussi des ribosomes. Pourquoi est-ce qu'elles doivent absolument avoir des ribosomes ? Parce que dans l'ADN, il y a des gènes. Si on veut faire des protéines avec ces gènes, il faut des ribosomes. Voilà, donc la mitochondrie, elle est bien présente dans les neurones, elle est bien présente dans les neurones et les ovocytes, mais elle n'est certainement pas présente dans les bactéries et encore moins dans les virus. Alors, le schéma de la question 8, c'est la traduction. Donc, la traduction, c'est quand on va d'un ARN M vers la protéine et qu'on utilise le code génétique qui est porté par les ARN de transfert qui apporte le bon acide aminé qui correspond au bon codon ou anticodon. Alors, est-ce que ce processus biologique illustre la transcription ? Non, c'est la traduction. La transcription, c'est dans le noyau, on recopie un gène de l'ADN et on en fait un ARN M. Et c'est la transcription qui se déroule dans le noyau. La traduction se déroule dans le cytoplasme, soit sur le RER, soit sur un ribosome libre. Ce n'est pas obligatoire que les ribosomes soient collés au RER. Et il n'est pas observé que dans les cellules eucaryotes. Les cellules prokaryotes, elles ont un chromosome circulaire et elles ont des ribosomes. Il faut absolument qu'elles puissent synthétiser leurs protéines. Avoir un chromosome ne suffit pas. La dernière, par contre, est la bonne réponse. Donc, il peut y avoir des traductions, il peut y avoir des ribosomes dans les mitochondries. Donc, la mitochondrie est une ancienne bactérie entrée en symbiose. Elle a encore son ADN, bon, pas tous ces gènes encore à l'intérieur de la mitochondrie, il y en a qui sont passés dans le noyau, mais elle a encore un ADN mitochondrial et des ribosomes mitochondriaux. Il nous reste 2 questions. Alors, celle-ci, c'est vraiment de la théorie, la définition d'une espèce. Il faut avoir une descendance fertile. Donc, c'est vraiment la définition. Alors, contenir la même information, ça ne suffit pas. Ça, c'est pas vrai. On peut avoir des allèles différents. Donc, on peut avoir ne fût-ce que des yeux bleus, des yeux bruns. On est quand même de la même espèce humaine, par exemple. Avoir des traits anatomiques en commun.
ça ne suffit pas. On peut parfois avoir des taupes qui se ressemblent vraiment à 100%, mais une est marsupiale et l'autre est pas marsupiale. Donc on peut avoir des espèces différentes qui se ressemblent. Donc les traits anatomiques, ça ne suffit pas. À la descendance fertile, c'est la définition. Et subir les mêmes pressions environnementales, pas nécessairement. Une même espèce peut se retrouver dans des environnements différents. Plus que le chat peut être de gouttière ou dans une maison. Ce n'est pas du tout les mêmes pressions environnementales. Donc la dernière question est une question d'écologie, avec des relations entre les espèces, une relation interspécifique. Et le commensalisme, c'est quand quelqu'un tire un avantage et que l'autre n'est pas gêné. Alors, parmi ce qu'on nous propose, quand Borrelia est inoculée dans la peau d'un humain, c'est avantageux pour Borrelia, mais c'est négatif pour l'humain, donc ce n'est pas la bonne réponse. Dans ce cas-là, on parle de parasitisme, quand il y en a un qui bénéficie de l'autre et que ça dérange. Alors, le B, c'est bon, donc Borrelia, elle ne gêne pas la tique, donc elle est présente dans son tube digestif et ses glandes salivaires, n'est pas dérangeante pour la tique. La relation entre la tique et les bactéries symbiotiques de son tube digestif, ils vous disent que c'est symbiotique. Donc, Borrelia et ses propres bactéries cèdent l'une l'autre. Et donc ça, c'est pas du commensalisme. Le repas sanguin de la tique sur l'humain, l'humain, il va avoir un petit peu de perte. Et c'est positif pour la tique, donc c'est de nouveau du parasitisme. Donc la bonne réponse était la B. Voilà, j'espère que cette correction vous aura appris beaucoup de choses et que votre préparation se passe bien. Il me reste à faire ma petite pub. Donc, si vous voulez soutenir mon travail et vous trouvez que ça vous aide, vous pouvez rejoindre le groupe VIP Chimie Média. Je demande 5 € à chaque personne qui rejoint ce groupe. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Mes remerciements et puis l'accès aux documents des vidéos. Donc, quand vous êtes VIP, vous avez accès à la Dropbox de Chimie Média. Donc voici un peu son contenu. Donc il y a surtout les questions par thème. Donc là-dedans, il y a les énormes dossiers de physique qui reprend toutes les questions depuis 2017 de chimie et de bio, où les questions sont classées par thème. Et donc si on veut s'entraîner sur un thème, c'est facile et les réponses sont à la fin. Donc c'est vraiment les dossiers que j'utilise en classe quand je fais la préparation en fait. Après, vous avez des synthèses en 1 page. Donc et je les améliore chaque fois, un peu chaque année, quand il y a des choses que, tiens, ça peut être utile aussi. Voilà. Après, il y a tous les questionnaires des examens d'entrée, donc depuis 2017 en version avec les réponses, donc comme les étudiants les reçoivent, et aussi en version sans les réponses. Donc on peut s'entraîner par thème et on peut s'entraîner les 15 questions en vrac. Après, il y a des dossiers de physique, de chimie et de bio qui reprennent les premières vidéos, donc les vidéos qui ne sont pas sur des synthèses en 1 page, mais sur des synthèses en plein de pages. Et après, il y a un petit peu d'informations sur les parties humanistes, donc ils ne sont vraiment pas ma spécialité, mais s'il y a certaines synthèses que j'ai été chercher à gauche et à droite. Et après, il y a des questionnaires d'Olympiade de physique et de bio, parce qu'il y en a qui n'en ont jamais assez et qui veulent s'entraîner toujours plus sur plein de questions. Vous avez aussi accès à un groupe Messenger, où j'essaye de poster à peu près tous les jours. En tout cas, quand on me pose des questions, la question, une petite description de cette question et la réponse. Donc la description, la question permet de faire une recherche dans la conversation sur plusieurs questions du même thème. Voilà, il me reste juste à vous communiquer mes coordonnées bancaires pour pouvoir verser ces 5 €. Voilà mon numéro de compte, je préfère par virement. Pour les Français, vous avez besoin du code BIC. Et si jamais vous avez plutôt un compte PayPal, vous pouvez utiliser Tipeee aussi, mais je préfère un virement en direct. N'oubliez pas de m'envoyer un message ensuite, soit via le groupe, la page Facebook Chimie Média, soit sur Messenger Isabelle Paternel, pour que je sache que vous avez fait le virement. Je ne surveille pas mon compte 24 heures sur 24 et à ce moment-là, on prend contact pour vous ajouter au groupe Messenger. Voilà, donc bienvenue à vous si vous rejoignez ce groupe. Et chaque année, en fait, un nouveau groupe est créé en septembre. Et les questions, c'est vous qui me les posez. Merci à vous. Bon courage pour la préparation.